Salut, ici Maps. J'ai vu un concept très cool sur la chaîne Books and Lala. Je sais, je parle souvent de elle, mais je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle est tellement créative dans ses concepts, puis je sais pas, j'aime ça. Donc, j'ai décidé de faire comme elle. En fait, cette vidéo dont je vous parle, c'est qu'elle a lu comme un bélier. Aries, c'est bélier en français? Donc, elle a regardé sur Internet des suggestions livresques pour les personnes du signe astrologique Bélier. Et je me suis dit que je pourrais faire la même chose en étant une balance. Par contre, donc, je ne suis pas une Bélier. Je suis une balance. Prédiction, je pense que pour plaire à une balance, on doit avoir un volet éthique, un volet justice. En tout cas, moi, personnellement, ça me parle beaucoup et j'ai toujours attribué ça à mon signe astrologique balance. Là, c'est pas une vidéo genre un lien ésotérique. Je vous apprendrai rien sur les signes astrologiques. J'ai un intérêt pour ça. Et c'est tout. J'en parle souvent. Ben, peut-être pas souvent, mais tu sais, de manière un peu pince sans rire. Là, je justifie des choses sur le fait que je suis balance, ascendant balance. Puis parfois, tu sais, je dis, ah, je m'entends pas bien que cette personne-là, c'est peut-être parce que c'est un taureau. Ou je l'aime beaucoup cette personne-là, c'est parce que c'est un lion. Basé sur absolument rien, là, ok? Puis parfois, je dis l'inverse, je suis comme « Ah, mais je l'aime, cette personne-là, pourtant c'est un taureau! » Tu sais? Puis il y a plein de signes dont je ne sais pas s'ils ont un aspect dans ma vie. Donc c'est vraiment juste une vidéo pour rire, parce que j'ai trouvé ça vraiment comique lorsque Lala, comment elle s'appelle donc? Pas Lala, là. Kayla, elle l'a fait. Donc on va regarder ça ensemble, parce que je me suis dit que ça aussi, ça serait intéressant. Alors, partons, on va juste googler des suggestions livresques pour les balances. Suggestion livresque pour une balance. Suggestion de lecture pour l'hiver, non. Horoscope livresque, découvrez votre profil de lecteur en fonction de votre signe. Pas tout à fait. C'est quoi mon signe en anglais? Libra. What a Libra should read. What are Libras good at? Oh! 5 books every Libra should read once in their life. Oh yeah, regardons ça. The Art of Choosing by Sheena Iyengar. Jamais vu ça de ma vie. Pour tous nos traits positifs, la balance, on n'est pas les meilleurs à prendre des décisions. Funny! Ça va nous donner des perspectives, comment faire des choix. Ok, fait que c'est comme un non-fiction. On Beauty by Zadie Smith. Ah, je connais ce nom-là, mais c'est pas ce livre-là que je connais. The Thoughtful, Aesthetical-Minded Libra. Will appreciate the unturned twins. Je comprends, c'est vrai. Stories of two families living in a fictional Cambridge-like city outside Boston. Quoi? Une histoire de deux familles qui vivent à Cambridge, genre Boston. Love-hate relationship. Ooh. Between a competitive but friendly Kips and Belsey. Moi, les love-hate, absolument, c'est pas fou. On est sceptique. Pride and Prejudice. Ça, faudrait que je le lise. Je vais peut-être me tenter juste pour ça. What better choice for one of the most romantic sides? Ooh, sign. Mon anglais. Ok. Gatsby. J'ai lu Gatsby. As a Libra, you appreciate beauty, luxury and romance. Ben, peut-être les autres Libra, mais pas moi. To Kill a Mockingbird by Harper Lee. On est dans les classiques, là, hein? On est dans les classiques. Ok. Intéressant, but... Books for a Libra? Personne qui se pose cette question-là. Hein? Books recommendation for Libras. Alors... Ah, il donne pas la raison, par contre, lui, c'est un peu plus poche. Dryer's English, Benjamin Dreyer. There will be no miracles here. Normal people, The Bold World, A Memoir of Family and Transformation, The Career Manifesto, Bangkok Wakes to... Jamais vu tous ces titres-là, sérieux? Lost Children Archive? Oh mon dieu, High Vibrational Beauty, Style, The Perfect Books for Peacemaking Libra. C'est moi ça? It ends with us calling over.
The Girl, Emma Klein. Libras are peace-loving, on aime la paix et l'amour et sont un peu naïves. Ça peut les emmener dans des situations awkward. Sticky situation? Genre malaisantes tellement. Ah, ça pourrait être intéressant, ça me tente, ce livre-là. Ah, celui-là aussi, je l'ai lu. Crooked Kingdom, qui est la suite de Six of Crows. Ça n'avait pas été mon préféré, par contre, des deux. Insidious de Catherine Coulter. Libras are all about justice. Oh, thank you. Tellement, 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 tellement. Le FBI, c'est le cœur de la population de Coulters. Ok, ça me tente, J. Asher, What Light, ça je l'ai vu passer aussi, ce site-là est beaucoup plus intéressant, hein? Once Libras fully commit to a relationship, they can be endlessly loyal. Ouais, ça c'est vrai. Getting them to commit is another story. Ah, quoi? Rien compris là. On est loyal, mais pour commettre, oh, c'est pas facile? Hein? An Angel Touch Ethergram. On aime fort et pour toujours. Ok. Fatal Car Accident on Christmas Eve. Trapped between two worlds. Oh my god. Caddy is a true believer, just like Libra. Ouais? On est des vrais croyants, mais comme pas croyants dans le sens de catholique, je pense. C'est pas ça que ça veut dire. Lisa Scottolin Damage. La justice. Ben oui. Oh ben oui. Sophie Kinsella, shop alcoolique to a rescue. Ah ouais, la chiclette pour nous. Mais elle a des traits de balance, un intérêt pour la qualité, personnalité sociale, puis une tendance à éviter les conflits. Oh, tellement! Ça, c'est moi, ça. Ok! J'aime ça, ce site-là. J'ai des bons goûts là-dessus. Books recommendation based on your astrological sign. Oh yeah! Balance, c'est tout le temps des derniers, hein? Ouais! Oh! On est charmant, honnête, peace-loving, idéaliste et harmonieux. Une histoire contemporaine? Ouais, je vois pas l'image. From left to... Oh, il y a plusieurs images que je vois pas. Proof of forever, the cost of all things, the night we said yes, even in paradise, better than perfect, Amy Oliver. Je connais toutes pas ces livres-là. Oh. Ah, c'est ces livres-là! J'aime ça, mon téléphone il va sûrement mourir avant que c'est ça. Je vais devoir faire une petite sélection de tout ça. C'est quoi ça? Books recommendation for Libra? Ah ben, chocolat. Pour moi, ça! Je veux pas subscribe. Non, merci! Qu'est-ce qui se passe? Ok. One Dark Throne. Baby Teeth. Oh, cette couverture-là, là! Elle me donne le goût de vomir. Bone by Bone, Before We Met. On dirait comme tous les thrillers. Girls in the Garden. Stepmother. Parle pas ben ben. The Wicked King. Ça, je l'ai vu pas mal de Holly Black. Je pourrais me laisser tenter. Man Called Ovie, je l'ai déjà lu de Frederick Backman. J'avais aimé ça. Gillian Flynn, je veux lire Gillian, je sais pas. Harlan Coben, je l'ai lu, je l'ai pas aimé. 6 ans, ouais. Ben, je l'avais trouvé correct. Red Rising aussi, ça me tente, mais là, c'est comme tout mélangé, ça, je comprends plus rien, c'est pas les mêmes choses. The Woman in the Window aussi, on dirait que c'est tout des thrillers. Ou genre, Cave de Mark, c'est Veronica Roth, ça pourrait m'intéresser. Ten Tiny Brief, je l'ai commencé, j'étais pas folle. The Night Circus, j'ai pas tant aimé. C'est de la merde tout ça, hey, hein? Moi, je n'ai lu quelques-uns là-dedans, puis j'ai pas aimé ça. On me fera pas lire ça. Mais comme, ok. 5 Feet Apart, We Are Okay. Oh, ça a l'air de me parler par contre. Ok, ça me parle pas tant. Bon, ben, on va peut-être essayer de se trouver une sélection avec ce que j'ai trouvé, puis je vais vous revenir plus tard. Est-ce que j'ai autre chose qui semble intéressant? Donc, je vais devoir me faire une sélection avec ça. Je vais en choisir peut-être 5. Ça peut être assez. Ouais, le reste, ça n'a pas l'air d'être ce que je veux. Alors, on va se retrouver un petit peu plus tard. Donc, la première lecture que j'ai faite pour ce concept farfelu de ce que les balances devraient lire ou devraient aimer, j'ai commencé par 1000 éclats de J. Asher, la version traduite de What Light.
Dans cette histoire, nous allons rencontrer Sierra qui habite en Californie, mais à chaque année, après la Thanksgiving américaine qui se passe habituellement au novembre, mi-novembre, fin novembre, il déménage ponctuellement en Oregon pour vendre des sapins. Donc, c'est une tradition familiale parce que la famille a une compagnie de vente de sapins. Et à chaque année, depuis qu'elle est née, c'est ça qu'elle fait avec sa famille. Donc, à chaque année, c'est un petit peu difficile de dire au revoir à ses amis de Californie qu'elle va revoir un mois plus tard. Par contre, c'est le fun parce que c'est quelque chose de traditionnel. Ça fait partie de son historique familial. Puis, elle a des amis aussi en Oregon qui n'attendent qu'elle. Ses parents et ses amis lui disent un peu à la blague de ne pas se faire un copain en Oregon parce qu'elle irait juste un mois par année. Vu que son père c'est le propriétaire de la compagnie de sapins et qu'ils engagent des garçons de son âge du lycée à côté, de l'école secondaire d'à côté, c'est le même qu'on dit ça, eh bien son père mène la vie dure aux garçons qui ne ferait que démontrer un petit intérêt pour Sierra. Malgré tout, Sierra n'a pas tant d'intérêt en la jante masculine. Je vous dirais qu'elle n'est pas pressée de se faire un copain pour se faire un copain, puis elle sait très bien ce qu'elle veut aussi. Elle a déjà eu des copains, mais dès qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, elle les laisse. Cette fois-ci, par contre, elle ne pourra pas succomber. Elle va rencontrer un garçon en Oregon. Donc, on n'est pas supposé de rencontrer un garçon, là, parce que ton père va faire la vie dure. Et ce garçon est entouré d'un grand secret qui va peut-être pas rendre la tâche encore plus facile, ça va être encore plus difficile de pouvoir vivre cet amour-là. Donc, j'ai embarqué dans ce livre-là, ça se lit super bien, malgré la traduction de l'anglais par Anna Souillac, ça se lit super bien. C'est une histoire young adult, comme mentionné, donc il y a quand même un rythme assez rapide. On découvre Sierra, un personnage que j'ai beaucoup aimé, mature, réfléchi, qui prend le temps de décider puis d'analyser avant d'agir, qui a une bonne tête sur les épaules. C'est juste le fait qu'elle veut pas être en couple juste pour être en couple, ça démontre quand même quelque chose de très intéressant. Donc j'ai beaucoup apprécié ce personnage-là. J'ai beaucoup aimé aussi l'attitude de ses parents qui utilisent beaucoup le terme confiance puis qui en démontrent aussi. C'est sûr que eux ont vécu cet amour-là, se sont découverts, se sont rencontrés en Oregon, donc savent que les années après ça a été difficile parce qu'ils vivaient à distance puis ils se voyaient juste une fois par année au mois de novembre, décembre, donc c'est complexe d'avoir une relation à distance. Ils veulent pas nécessairement ça pour leur fille parce que savent les difficultés qui viennent avec ça, mais peuvent pas vraiment faire autrement que lorsque le cœur décide qu'il flanche, ben c'est ça qui est ça. Malgré tout, j'ai beaucoup apprécié la manière qu'ils discutent avec Sierra, puis qu'ils font confiance. J'ai trouvé ça super intéressant, malgré le passé trouble un peu de Caleb. Ce qui est vraiment autour du livre, la thématique du livre, c'est vraiment l'histoire de Caleb. Il y a quelques années, mais là, ils disent qu'il était en troisième, mais là, moi, je comprends pas comment le faire à l'envers, là. Ça équivaut pas au même niveau qu'au Québec, là. Donc, j'ai l'impression que c'était lorsqu'il était plus jeune, mais je sais pas à quel âge. Pour l'instant, ils ont 16 ans. Mais lorsqu'il était plus jeune, il y a eu une séparation difficile de ses parents, puis sa sœur lui mettait beaucoup de culpabilité sur lui, puis éventuellement, il a pogné les nerfs, puis il a fait quelque chose de très agressif. Il n'y a pas eu de blessure sur quelqu'un, mais il est étiqueté avec ce terme d'agressif comme ce terme de dangereux. Ce qui est vraiment difficile parce qu'il y a un contexte complet autour de ça, mais les gens ne ciblent que lui. Il y a juste lui qui est en tort dans cette histoire-là, malgré que sa sœur faisait clairement de l'agression psychologique envers lui. Tu sais, que c'était vraiment pas facile, que sa famille était en train d'exploser, puis que tout le monde avait ses torts là-dedans. Il n'y a que lui qui est pointé du doigt constamment. Ça, c'est une situation qui m'a crevé le cœur. Puis malgré qu'au départ, j'étais comme, bon, peux-tu cibler les autres éléments aussi? J'ai compris que dans la vraie vie, s'il y a quelque chose qui se passait comme ça, ben c'est ça qui se passerait malgré tout. Donc ça dénote toute la fragilité, puis toutes les perceptions qu'on peut avoir, puis comment une rumeur aussi peut faire boule de gomme, puis être beaucoup plus grosse que ce que l'événement était préalablement. C'est sûr que je ne défends pas l'acte violent qu'il a fait, mais il y a quand même
beaucoup de personnes qui devraient avoir des parts de responsabilité là-dedans. Donc cet événement-là, puis cette situation autour de lui m'a vraiment touchée. Puis là, Sierra qui tombe en amour avec lui aujourd'hui, qui est quand même un homme blessé par cette histoire-là préalablement, mais qui est vraiment un garçon avec un grand cœur. Donc elle réussit à voir celui qu'il est, à reconnaître qu'il a fait une erreur, mais à prendre comme il est aujourd'hui, puis à essayer de démontrer aux autres, mon Dieu, il fait tellement d'efforts, puis il s'en veut, puis aïe aïe, on peut-tu lui donner une deuxième chance? C'est tellement beau. La relation, au-delà de l'amour qui va les rapprocher, mais la relation d'amitié que Sierra a envers Caleb, c'est vraiment tellement beau. Puis on sait que ça va finir qu'ils vont devoir se séparer. Là. Lui, il habite en Oregon, elle habite en Californie 11 mois par année. Donc, il y a des choses qui sont inévitables, mais comme pendant qu'on peut en profiter, est-ce qu'on peut? Puis après ça, on se cassera la tête sur la logistique de tout ça. Définitivement, coup de cœur. Surprenant, mais j'ai adoré. Un petit sentiment doux, amer. C'est ça qui s'est passé. Deuxième livre pour les personnes ayant le signe astrologique Balance, The Girls par Emma Cline. Donc, toujours en traduction parce que moi puis l'anglais, on s'aime seulement à se parler, pas à se lire. Donc, traduit par Jean Esch. Donc, dans cette histoire, nous allons suivre Evie Boyd. Au nord de la Californie, ça va se passer en deux temps, en 1969 et plus tard. Donc, Evie va nous raconter son histoire en deux temps, le présent aujourd'hui, mais ce qui est le plus important de tout ça, c'est l'histoire qui s'est passée, l'événement qui s'est produit dans sa vie en 1969. Elle a rencontré des gens qui faisait partie d'une secte. Et donc, graduellement, elle a été inclue dans le cercle de cette secte. Elle aimait bien l'ambiance, la liberté qu'elle y ressentait jusqu'à un événement où il y a eu mort d'homme et elle en a été expulsée assez rapidement. Ben, je dis expulsée, mais c'est plus comme tassé sur le côté avant que l'événement se passe. Alors, l'écriture, dès le départ, l'ambiance était comme grise, un peu comme pas joyeux, un sentiment triste, un sentiment dépressif un peu. C'est drôle comme écriture, c'est comme façon de vous décrire ça en tout cas, mais j'avais vraiment l'impression que ce qu'on lisait c'était pas joyeux, puis que ça allait pas être joyeux non plus. C'était pas profondément un mal-être, mais c'était comme très gris. C'est vraiment ça que ça me fait penser. J'ai eu du mal avec l'écriture au début, pour plusieurs raisons. Entre autres, le premier chapitre est comme dans le présent, puis après ça, on s'en va dans le passé. Ce qui fait en sorte que, tu sais, t'essaies de comprendre un peu ce qui se passe dans le premier chapitre, puis là, tu t'en vas dans le deuxième chapitre, puis t'es comme ailleurs que t'étais dans le premier chapitre. Donc, ça a pris beaucoup de temps pour moi à m'habituer, puis à comprendre où est-ce qu'on s'en allait, parce que j'ai pas lu le quatrième de couverture avant non plus. Puis j'avais une difficulté avec le fait que parfois, c'était marqué qu'on retournait en 1969, mais pas tout le temps. Donc, il y avait une certaine part d'ajustement par rapport à ça. J'étais comme, ah, ok, on est retourné dans le passé. Puis, lorsqu'on était au présent, il n'y avait pas de date. Ça me dérangeait vraiment beaucoup parce que je voulais savoir comme quelle était la distance de temps entre l'événement de 1969 et aujourd'hui. Je suis pas quelqu'un habituellement qui porte vraiment beaucoup d'importance sur les dates, mais là, on dirait que c'est quoi aujourd'hui si avant c'était 1969. Donc, c'était comme un petit détail qui me dérangeait. Au début, l'écriture, je comprenais rien. Comme si les mots entre eux, ça formait pas une histoire, comme ça avait pas de sens dans ma tête. Je les lisais, puis il n'y avait pas rien qui émergeait. Ça m'a pris du temps avant de comprendre quelque chose. C'est vraiment lorsqu'on est retourné dans le passé, il y avait quelque chose de plus linéaire dans cette histoire-là, un but plus défini que dans le présent. À toutes les fois qu'on revenait dans le présent, j'étais comme ok, hey, où? C'est quoi cet endroit-là? Pourquoi eux sont là? J'avais des questionnements tout le temps. C'était vraiment étrange. On suit Evie une grande majorité du temps, selon sa perspective, puis
Tu sais, c'est quand même pas un sujet sur lequel on lit énormément, quelqu'un qui a été dans une secte. J'aurais aimé ça pouvoir la comprendre. J'aurais aimé que le développement psychologique de Evie soit davantage expliqué. Oui, on était dans sa tête, mais tellement en surface. Comme pourquoi t'en as marre de tes parents juste parce qu'elle a un nouveau chum. J'aurais aimé... Je sais pas comment vous dire, comment l'écriture aurait pu faire en sorte que je comprenne mieux, mais j'arrivais pas à comprendre ses décisions, à comprendre qu'est-ce qu'il y avait tant d'attrayant que ça sur ces personnes-là, puis qu'est-ce qui était tant laid que ça chez eux, tu sais. J'avais vraiment besoin d'en avoir plus par rapport à ce personnage-là. J'aurais pas nécessairement pu la comprendre, c'est ça l'objectif, mais comprendre pourquoi elle a fait ces choix-là. Ce qui est peut-être d'autant plus difficile par rapport à ça, c'est qu'elle nous écrit son histoire qui s'est passée avec ses yeux d'aujourd'hui. Donc, elle nous met pas en contexte tant que ça sur l'état d'esprit qu'elle avait. Elle essaie, mais c'est comme un peu recenser ses souvenirs du passé, puis t'es pas dans l'émotion même où tu étais à ce moment-là. Je ne sais pas si Emma Cline a déjà fait partie d'une secte, mais j'avoue que le sujet malgré tout était intéressant, puis j'aurais aimé en avoir plus. J'aurais aimé comprendre en suivant plusieurs des personnages pourquoi ils étaient là. Il y en a beaucoup qu'il n'y avait plus nécessairement d'attache avec leur famille, il n'y avait pas d'amis nécessairement non plus, puis il y a un personnage charismatique qui arrive, mais il leur propose pas non plus grand chose, c'est juste comme viens chez nous, c'est insalubre, c'est n'importe quoi, c'est correct, mais on dirait que tout le côté manipulateur de ce gars-là, on l'a pas vu tant que ça. Il y a des descriptions que c'était, tu sais, un charisme inné, mais sans plus. Puis pour pouvoir avoir des gens qui te suivent dans une secte, tu dois avoir un charisme indéniable, mais il y a aussi de la manipulation qui entre là-dedans, puis j'ai pas trouvé qu'on l'a ressenti. J'aurais aimé ça que moi, en tant que lectrice, je comprenne pourquoi elle est rentrée dans cette secte-là. L'histoire se déroule assez lentement, puis il se passe pas grand-chose au final. Parce que de un, elle y a pas été très longtemps, de deux, elle était chez eux, elle retournait à la secte, elle était chez eux, puis elle n'avait pas ça comme ça, là. C'était juste comme son parcours de vie, les quelques mois où elle a été avec eux. C'était un peu particulier parce qu'elle avait plutôt une fixation sur le personnage de Suzanne, plus que sur le gourou Russell. Donc, il se passait pas beaucoup d'action. C'était comme un long fleuve, ma foi, assez tranquille. Puis pour ce qui est des thématiques, bien forcément on a ce genre de crise, recherche d'adolescente qui se cherche, qui est en confrontation avec les choix de sa maman, avec les choix de son papa, qui aussi est en confrontation avec son ami de toujours, donc ça c'est un gros morceau, tu sais, l'amitié qui en prend un coup, très impressionnée par ces personnes-là qui ont l'air un peu de vivre au-dessus de leurs moyens ou en parallèle de tous les autres. Il y a quand même un volet assez important sur les relations interpersonnelles, les relations entre les parents et les enfants, entre Evie et ses parents. Puis un volet manipulation aussi qui, à mon sens, aurait pu prendre beaucoup plus de place et aurait peut-être été plus intéressant. Je l'ai terminé sans grand empressement. C'est sûr que je l'ai terminé comme à 11h du soir, puis à la fin, elle est comme un peu anxieuse que ces personnes-là la retrouvent. Elle a été observatrice de violence à quelques reprises, en a vécu des sexuels, de la manipulation sexuelle, mais on dirait que ce qui fait le plus peur de la fin, c'est qu'elle a peur qu'il lui arrive quelque chose, elle a peur qu'il la retrouve pour lui faire mal, je sais pas. Donc la finale est comme un peu sketchy, parce qu'on voit qu'elle est encore cabossée de tout ça. Donc, c'est juste probablement à quel point être avec eux, leur réaction, leur comportement était tellement imprévisible que même si ça fait des années, même si elle a rien dit, puis ça aussi ça prend beaucoup de place,
elle est quand même prise là-dedans du fait qu'elle les connaissait et qu'elle sait qui était là lors du drame. Donc c'est vraiment particulier. Je viens de lire que c'est un premier roman, moi puis les premiers romans. Zadie Smith de la beauté. En fait, ça, c'est une histoire assez difficile à résumer. C'est une bonne grosse brique, mais bon. Je voudrais qu'on suit particulièrement la famille Belsay. La famille parce que il y a les deux parents, Kiki, Howard, et les trois enfants, Jérôme, Zora et Lévi. Ah oui, Lévi. La famille Belsay sont issus d'une maman, Kiki, afro-américaine et Howard britannique. Donc, ils sont une famille racisée. C'est cette famille-là qu'on va suivre, particulièrement dans les relations discordantes avec la famille Kipps. Donc, le père Belsay, Howard, c'est l'ennemi juré de Monty Kipps. Les deux pères ont des mentalités diamétralement opposées. Howard est vraiment plus gauchiste, et moi qui connais ma droite et ma gauche, mais vraiment pas au niveau politique, il y a des idées vraiment plus innovantes, d'acceptation par rapport aux différentes nationalités, par rapport à l'ouverture de l'homosexualité, et c'est complètement l'inverse pour Monsieur Kipps, qui est vraiment très religieux, mais aussi très rigide et avec une mentalité très fermée. Donc, même si tout est difficile entre ces deux hommes-là, il y a comme plusieurs situations qui vont faire en sorte que les autres membres de leur famille vont se rejoindre, se croiser, avoir des interactions entre eux. Les deux mères vont développer quelque chose, une amitié l'une envers l'autre. Jérôme va avoir un gros kick sur Victoria Kipps. Donc, même si tout sépare ces deux hommes-là, les autres membres de leur famille s'apprécient. Ça m'a fait un peu penser à Roméo et Juliette, tu sais, les Capulet et les Montaigu. Je pensais que ça allait aller dans quelque chose comme ça, que l'amour entre Jérôme Belsay et Victoria Kipps allait être un peu le moteur et la situation de ce livre-là, mais non, c'était pas vraiment ça. J'étais très surprise et très contente de la diversité ethnique dans ce livre-là, et j'ai compris que c'est parce que Zadie Smith est elle-même, attendez, elle a des descendances, peut-être pas elle, je pense que c'est deuxième génération, que c'est ses parents. Laissez-moi pas vous dire n'importe quoi, parce que elle est considérée comme une écrivaine britannique. Elle est considérée, elle est une écrivaine britannique, mais la définition de quelqu'un de racisé, c'est aussi par le fait qu'on a des discriminations tout simplement par la couleur de la peau. Elle correspondrait à une autrice racisée. Ça dit qu'elle est la fille d'un père anglais et d'une mère jamaïcaine qui émigre en Angleterre en 1969. Donc c'est ça. Sa mère habitait en Jamaïque et son père anglais, qui ressemble un peu à l'histoire de nos Belsay ici, le père qui est britannique et la mère qui est afro-américaine. Donc j'étais vraiment contente de lire ça, d'avoir de la diversité dans ce livre-là, de lire une autrice racisée. Je ne l'avais pas choisi pour ces raisons-là, je l'avais choisi parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit que les balances, c'est vrai, ce livre-là. Cependant, j'ai eu beaucoup de problématiques avec ce livre-là. J'ai vécu beaucoup de déceptions parce que j'avais comme des attentes, j'essayais de comprendre où est-ce que ça s'en allait petit à petit, puis ça allait jamais vraiment là. Vu qu'on suit les divers personnages de la famille Belsay, on s'en va dans différents chemins avec chaque membre de cette famille-là, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est conclu, qu'on aboutit à rien, qu'il n'y a pas tant d'évolution non plus. Tu sais, Jérôme puis Victoria, ça sera pas le but de l'histoire. L'amitié entre les deux femmes, Madame Belsay puis Madame Kipps, ça sera pas non plus le but de l'histoire. Zora va avoir un kick sur un personnage qui s'appelle Carl. Ça sera pas non plus le but de l'histoire, donc tout est comme pas vraiment le but de l'histoire. Donc qu'est-ce que c'est le but de l'histoire? Je n'en sais rien. Donc ça m'a accroché. J'ai eu de la difficulté. Je suis déjà un peu fragile par rapport aux narrateurs multiples et c'est le cas ici. Donc
Il y avait aussi un aspect très descriptif qui d'un côté je ressens qu'il était un peu comme décomplexant parce qu'on analysait la physionomie, le corps de tous les personnages possibles et inimaginables. Et particulièrement par rapport aux attributs, genre ce moment-là va me rester en tête toujours, mais Zora trouve Carl à la piscine municipale, puis on a la description de où est-ce que son organe est situé et d'un peu de sa grosseur et du comment et de pourquoi et de qu'est-ce que l'eau fait sur son corps et ce que ça permet de voir. Il y avait souvent aussi des explications et des descriptions sur la grosseur de la poitrine, de la couleur du mamelon. Il y avait vraiment beaucoup d'informations qui n'étaient pas dans un but sexuel, je crois, mais qui étaient là. Et je sais pas pourquoi. Mais je suis pas fan des descriptions, puis deuxièmement, pas tant non plus lorsque je sais pas à quoi ça sert. Donc, malgré que ça se lisait assez rapidement, compte tenu de la belle brique de 500 pages, ça m'a pris du temps à le lire et j'avais pas beaucoup de motivation à le faire. J'ai donc pas vraiment apprécié ma lecture, je ne le recommanderais pas nécessairement non plus. Je pense que si on va avoir des personnages avec la diversité ethnique, on peut peut-être aller ailleurs. Si vous aimez les histoires qui vont un peu partout, dans n'importe quelle direction et qu'il n'y a pas de ligne directrice, ça pourrait vous plaire, mais définitivement ce n'était pas dans mes cordes. Continuons avec le livre Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, écrit par Harper Lee, en fait Neil Harper Lee, qui est une femme, une autrice, qui, je l'ai lu à la fin, je trouvais ça intéressant parce que Harper, ça me faisait penser, désolée pour mes préjugés, les stéréotypes, que c'était un homme, et à la fin, c'était inscrit qu'elle avait abandonné le nom Neil au moment de la publication pour donner l'impression qu'elle était un auteur homme. Donc, qu'elle était un auteur pour probablement que ça soit publié plus aisément. Ça dénote de tous les problèmes qu'il y avait et qu'il y a encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas de ça que l'on va parler. On va parler du livre Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur qui m'a été suggéré parce que c'est un livre que les balances, les signes astrologiques balance devraient lire. Et donc, dans cette histoire, on est durant la Grande Dépression dans les années 1930 dans une petite ville de l'Alabama qui se nomme Maycomb et on va suivre en majorité le personnage de Scout, qui n'est pas son vrai nom, c'est un petit diminutif qui est utilisé tout au long du livre. Elle se nomme Jean-Louise. Et Jean-Louise a un grand frère qui est Jem. Ils sont tous les deux élevés par leur père Atticus Finch. Nous allons donc parcourir le quotidien de la vie de Scout et Jem, particulièrement les étés parce qu'il y a leur ami Dill qui vient les voir à chaque été, puis ils font des mauvais coups, ils font pas mal de jeux particuliers, puis il y a une maison qui les intéresse particulièrement. Il y a un homme, Boo Radley, qu'ils n'ont jamais vu, qui sort jamais de sa maison, et c'est vraiment très intriguant pour ce petit trio d'enfants. Donc à chaque été, ils essaient de trouver des moyens pas possibles de faire sortir Boo Radley de leur maison. Donc on va les suivre à chaque été jusqu'à un moment où Atticus Finch, le père de Jem et de Scout, va devoir aller en procès, va représenter un homme racisé à la peau noire qui va être accusé d'avoir violé une jeune fille d'un quartier très défavorisé, une jeune fille blanche. Donc ça va créer quelque chose d'assez puissant. Ça va remettre un peu en question les mœurs de la ville, les croyances, on va parler de racisme, on va parler aussi de misogynie, on va un peu ouvrir là, la valve de tous ces sujets chauds. Si vous ne le savez pas, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, c'est un roman historique, historical fiction, qui est considéré comme un classique. C'est très rare que j'aime des classiques, mais cette fois-ci, je dois vous dire que je l'ai aimé. Et je vais vous expliquer pourquoi, même si ma lecture a été plutôt lente, je dois dire qu'il y a des sujets qui ont été abordés et mon cœur de personne ne sait pas
comment dealer avec ses émotions. Il y a des sujets sensibles qui résonnent en moi à chaque fois. Donc, comme je vous disais, ça commence assez lentement. C'est pas très descriptif, mais il se passe pas grand-chose. On suit notre petit trio, Jem, Scout et Dill, avec leurs mauvais coups, leurs idées de sortir Boo Radley de là. Ça donne un peu la frousse parce que c'est une maison qui est bien étrange. Ils veulent tellement en savoir plus parce que c'est des enfants, mais tout le monde leur dit comme laissez-le tranquille, mais tu peux pas dire ça à des enfants. On les suit dans leurs péripéties pour découvrir, le voir, juste le voir, ce fameux monsieur Boo Radley. C'en est une obsession. Pendant ces étés-là, je tournais les pages assez facilement malgré tout, malgré qu'il se passait pas grand-chose de significatif. Le personnage de Jean-Louise Scout me faisait un peu penser à Anne et la maison Pignon Vert. Anne, elle est beaucoup plus colorée et fleurie dans ses réflexions, mais il y avait un peu quelque chose de similaire. Scout, c'est pas une fille qui veut jouer à la madame, qui veut faire de elle une dame. Elle sort un peu des chantiers battus, des stéréotypes protagonistes féminins. Toutes les fois que son frère il dit de bien se tenir comme une fille, il est comme j'en ai rien à faire de ça, moi là. Donc j'ai trouvé ça vraiment divertissant, vraiment rafraîchissant, puis j'ai trouvé qu'il y avait des similitudes avec Anne et la maison Pignon Vert. Particulièrement aussi, on les suit un petit peu avec l'école, puis certaines problématiques qu'elles vivent à l'école qui sont similaires. Donc pendant que j'étais en train d'écouter Anne et la maison Pignon Vert en audio, j'étais en train de lire ce livre-là, j'avais un peu l'impression de mélanger les deux histoires. C'est sûr que mon cœur de balance s'est fait accrocher solide lorsqu'on est arrivé aux gros enjeux de ce livre-là, qui est le procès de l'homme racisé qui se fait poursuivre pour viol. C'est un gros enjeu parce que c'est Atticus Finch qui doit le représenter. On se rend compte qu'il y a des préjugés à n'en plus finir. Juste le fait que ça soit un homme noir, il est déjà coupable pour la grande majorité, si c'est pas la totalité des habitants de cette ville-là. Il y a comme aucune chance de s'en sortir de toute façon. C'est un mandat que Atticus Finch veut vraiment se donner. De toute façon, il a été imposé, mais même si ça n'avait pas été imposé pour lui, il l'aurait fait pareil parce qu'il y croit. C'est un homme bon, un des personnages, un des protagonistes les plus bons que j'ai lu de ma vie. Un best dad ever, ça c'est sûr, avec le père de la voleuse de livres de Marcus Zusak, ça c'est sûr. Le suivre dans ce procès-là, j'étais accrochée au livre sans pouvoir m'arrêter. Je tournais les pages, je dévorais pour savoir comment ça allait se passer, les tactiques pour interroger les témoins, toute l'analyse des petits détails. Sérieusement, j'étais sur le bout de ma chaise, tout comme toute la ville de Mécom durant ce procès-là. Il y a quand même des grandes thématiques qui sont abordées et c'est là que ça me rejoint énormément. C'est pas un livre qui date d'hier non plus. Les problématiques existent depuis fort longtemps, mais ça brasse toujours quelque chose en moi lorsque je lis ça. Donc, vous m'entendez, je sais pas si ça se rend au niveau du coup de cœur, mais j'ai l'impression que ça va peut-être perdurer dans le temps. De toute façon, la personnalité de Scout m'a complètement subjuguée. L'histoire du procès, toutes les thématiques autour ont fait en sorte que cette lecture-là, j'ai au final vraiment beaucoup aimé. Donc, avant-dernière lecture de cette vidéo spéciale. Je vous ai pas vraiment parlé du processus, puis je me rends compte que je fais ça genre à la fin de ma vidéo. En fait, lorsque j'ai regardé toutes les suggestions, j'ai tout simplement regardé si c'était disponible à la bibliothèque, puis si oui, je les ai choisis. Je vous ai dit que ça allait être 5 titres, mais on est toujours sujet au changement, donc c'est 6. Mais la 5e lecture, c'est celle-ci. En fait, dans les suggestions, j'avais trouvé Confession to the Rescue, qui est le 8e tome de cette série-là. J'allais pas commencer par le 8e. J'ai donc lu le premier tome de cette série, Confession d'une accro du shopping de Sophie Kinsella.
c'est de la chick lit. Et s'il y a un genre littéraire que je ne lis vraiment pas souvent, c'est de la chick lit. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Commençons par un petit résumé. On va suivre Rebecca, 25 ans, qui aime beaucoup la mode, les vêtements, mais qui est un peu en dette en ce moment. Ça commence de même, là. Elle reçoit des messages de sa banque assez fréquemment disant « Vous avez un solde non payé, il faudrait un minimum de tant d'argent pour qu'on soit content. On a besoin de votre argent parce que vous dépensez aveuglement sur votre visa sans la payer. » Donc, on a cette Rebecca un peu tête en l'air là, qui accumule les dettes, qui dépense énormément pour beaucoup de broutilles, qui est très impulsive dans ses achats et dans ses achats de vêtements parce qu'elle aime énormément ça, les vêtements. Elle a un job sécuritaire, là, un emploi à temps plein dans le domaine des finances, ce qui clash un peu quand même lorsqu'on pense que c'est quelqu'un qui tripe sur les vêtements à la mode. On aurait pensé qu'elle était dans ce domaine-là, mais non, elle est dans les finances, ça n'a pas l'air d'être la job de sa vie, elle semble pas être très épanouie ou s'épanouir, mais c'est quand même ça que c'est. Donc elle a un revenu à chaque semaine, c'est peut-être pas un revenu très faramineux, mais tout de même, elle en a un. Donc on va suivre ses péripéties dans l'enfoncement de sa dette parce que c'est pas au début du livre qu'elle va se rendre compte que ça marche pas, que ça va pas très bien ses affaires. J'ai commencé le livre et la personnalité de Rebecca, je la trouvais insupportable. Littéralement insupportable. C'est sûr que si on parle de valeurs de base, elle est très matérialiste et elle est très superficielle. Un vêtement de marque, là, je suis même pas capable de vous nommer des marques, là. Dior, là, si est à 50%, il est impossible qu'elle ne l'achète pas parce que c'est du Dior, puis là c'est sans solde, puis elle en a besoin, puis elle est comme vraiment axée sur les marques, sur la valeur des vêtements. Ce qui est correct, mais on voit déjà au départ qu'elle achète plus que ce qu'elle peut dépenser. Donc là, c'est un problème. Tu peux aimer les marques, tu peux aimer les beaux vêtements qui sont dispendieux et tout, mais c'est sûr que si tu les achètes et que tu n'as pas la capacité de les acheter, ben là, on se retrouve dans sa situation à elle et elle est dans les dettes. Et elle n'est pas dans les dettes, puis elle est consciente de ça. Non, 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 elle est dans le grand déni. Elle perd les lettres, elle les regarde, elle fait comme si ça n'existe pas. Elle a une imagination, ma foi, très efficace, à la limite de la fabulation, même pas, je pense c'est clairement de la fabulation. Elle se fait des scénarios pas possibles, très souvent ça dérape là, dans sa tête complètement, mythomane un peu aussi, et je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Lorsque tu dis beaucoup de mensonges pour aucune raison, pour aucune raison, tu sais. Lorsque tu dis beaucoup de mensonges et que tu te crois un peu, ça s'appelle de la mythomanie. Puis lorsque tu es pris dans tes mensonges et que tu es pris dans tes fabulations, ben ça dénote de grands problèmes. Et si au début je la trouvais vraiment insupportable, je dois vous dire qu'éventuellement lorsque je l'ai vue s'enfoncer les deux pieds dans le gouffre, les dettes par-dessus tête et les mensonges par-dessus bord, là, elle m'a fait un peu pitié. Parce que je trouvais que ça relevait... c'était sûrement pas ça l'objectif de ce livre-là, tu sais, c'est supposé de la petite chick lit tranquillos, mais ça me faisait plutôt penser à un problème de santé mentale. Lorsque tu fabules sur les bords, puis t'es dans les mensonges, plus que tu es capable de t'en sortir, avec tes parents, avec tes amis, avec tes collègues, ça va pas super bien. Donc, lorsque je me suis mis à avoir de la pitié pour elle, je vous avoue que ma lecture s'est mieux déroulée, j'étais moins en colère contre elle. Je comprends qu'elle a des mécanismes de protection, forcément, elle savait pas comment sortir des dettes. Elle essaie de suivre les conseils de chacun, chacune, de dépenser moins, mais elle est vraiment incapable de dépenser moins. Elle a un besoin, ça lui fait du bien. Puis là, oui, mais trouver une autre job qui te paye plus, oui, mais dans quoi, comment appliquer, puis elle trafique des affaires dans ses CV. C'était tout pour que ça aille à la dérive. Malgré tout, surprenamment, ça partait vraiment mal, mon affaire. J'étais comme, c'est dégueulasse. Mais au fur et à mesure, j'ai trouvé ça intéressant. Puis la fin,
C'est pas la grande rédemption, la grande Rebecca qui est maintenant mature, qui est capable de se contrôler dans ses dépenses. C'est ça qu'elle se dit, mais c'est pas ça qu'on voit et on comprend tout à fait que même s'il y a eu de l'amélioration, il y a eu un petit peu wake-up call, ben elle a quand même des grandes patterns, elle a des manies, des patterns de dépenser beaucoup, puis d'acheter des soldes, donc ça ne tiendra pas indéfiniment et ça ne tient pas indéfiniment. Donc, surprenamment, j'ai aimé ça. Peut-être même un jour jusqu'à lire la suite. Il y a aussi une romance qui est intéressante parce que on voit qu'il voit au travers de ses comportements problématiques, la comprend, qu'il la voit vraiment qui elle est. Par contre, je pense qu'il va falloir une évolution de sa part encore plus pour qu'une relation soit vraiment viable, parce que là, veut pas, elle ment à tout le monde, incluant ses parents. Donc si tu es capable de mentir à tes parents, puis tu as des gros mensonges là, qui ont un aspect très important et chargé d'émotions, ça veut dire que tu vas sûrement mentir à ton conjoint aussi. C'est pas winner pour des relations de couple. Donc, ma foi, ce livre de Sophie Kinsella a un bilan beaucoup plus positif que je pensais. Le coup de cœur, non, pas du tout, mais une bonne lecture qui, malgré sa bonne petite taille, s'est lue très rapidement. Dernière lecture, mais non la moindre pour cette vidéo spéciale, je vous parle du livre Orgueil et préjugés, écrit par Jane Austen. C'est un classique, j'ai peur de tous les classiques de la Terre, et c'est aussi un livre qui, ma foi, dans le monde littéraire, dont j'avais entendu beaucoup parler. Et non, je n'avais jamais vu l'adaptation cinématographique, je ne savais pas vraiment de quoi ça parlait, mais disons qu'il y avait beaucoup de commentaires positifs par rapport à ce classique-là. Donc je me disais que peut-être j'allais aimer, mais d'un autre côté, j'ai toujours la peur intérieure des classiques. L'histoire d'Orgueil et préjugés, c'est la famille Bennet que nous allons suivre. Monsieur et Madame Bennet ont 5 filles. Et à cette époque, dans les années là, 1800, que j'ai vu à un moment donné qu'il y avait une guerre, quelque chose. Écoutez, c'était pas axé sur les années, disons. Mais il me semble, si je suis pas complètement dans le champ, que j'ai vu 1800. Là, ça me gosse, je vais essayer de chercher pourquoi j'ai commencé à faire ça. Donc à cette époque, c'était beaucoup plus facile d'avoir des garçons que des filles pour des raisons de tradition monétaire, entre autres. Et donc 5 filles, c'est pas tout à fait le meilleur sort qui pourrait arriver ou qui aurait pu arriver à la famille Bennet. Donc, à l'intérieur de ce livre-là, on va essayer de trouver des prétendants pour, disons, chacune des filles, ou en tout cas, au moins une des filles Bennet. Il va y avoir plusieurs prétendants et, dans le fond, on va essayer de découvrir avec qui chaque fille va finir, mais peut-être plus particulièrement Elisabeth. C'est un roman qui est un classique avec une orientation de la romance, donc c'est vraiment le genre qui transcende ce classique-là. Je vous ferai pas plus languir que ça. Si vous me suivez sur Instagram ou Goodreads, vous savez déjà à quel point j'ai eu du mal à lire ce livre. Remettons un peu les pendules à l'heure, c'est l'expression, les points sur les i. Faut comprendre que j'avais aucune idée de ce qu'était Orgueil et préjugés, comme je vous disais préalablement. Donc, je suis embarquée dans le livre et il n'y a vraiment pas beaucoup de présentation de tout ce qui se passe. On est laissé tomber dans l'histoire, on arrive sur le qui-vive, il y a beaucoup de personnages, il y a 5 filles, mais il y a aussi plein d'amis autour, des familles, des oncles, des tantes. Au départ, c'était vraiment très mélangeant, je comprenais pas qui était qui, il y avait pas d'explication sur Elisabeth, elle est comme ça, Jane, elle est comme ça, Lydia, elle est comme ça, Madame Bennet, elle est comme ça, Monsieur Bennet. On rentre tout de suite là, face dans le mur et il y a une tonne de personnages dont je ne comprends pas qui ils sont et qui sont tous des monsieur, madame dans un monde très hautain et très politically correct.
Donc, au départ, c'était vraiment laborieux. Je vous avouerai que j'ai regardé une mini vidéo sur YouTube pour un peu comprendre où est-ce qu'on s'en allait parce que je voyais pas clair pantoute. J'ai continué à lire, l'écriture se lit, ma foi, assez bien, une chance, Seigneur Dieu, que ça se lit bien, parce que je me suis rapidement rendu compte que c'était pas le type de roman que j'aime. De un, la romance, j'en lis pas énormément, et si j'en lis, c'est à travers d'autres genres littéraires. C'est une intrigue secondaire ou tertiaire, c'est rarement le genre principal que je lis. Et parfois, ça peut être bien intéressant quand même, mais je vous avouerai que là, ça m'a tellement pris du temps à comprendre, à démystifier, à cataloguer qui était qui, qu'avant que je comprenne qu'on s'en allait plutôt dans la vie amoureuse d'Elisabeth, puis que c'était une genre de hate to love, de détester à aimer relationship, j'ai mis ça en français en milieu de l'anglais. Ça m'a pris tellement de temps que j'y étais comme rendu un peu trop tard, j'avais manqué le bateau de m'attacher au personnage d'Elisabeth. J'étais vraiment tout au long de ce livre-là comme une spectatrice, pas impliquée du tout. J'avais de la difficulté à tourner les pages. Il y avait certains moments qui étaient intéressants lorsqu'on était campé avec deux personnages pendant quelques pages, puis que je pouvais un peu comprendre la dynamique qui se passait entre eux deux, mais ça tournait de bord rapidement, puis il y avait d'autres personnages qui arrivaient, puis là j'étais facilement perdue. Ça m'a pris là un bon 400 pages afin de voir un peu clair, et même rendu là, il y a des nouveaux personnages qui sont arrivés. C'était vraiment pas facile pour moi. Et peut-être aussi l'autre enjeu qui je me rends compte au fur et à mesure de mes lectures, particulièrement des classiques. Je pensais que j'aimais ça, cette époque-là, des bals, puis du bien parler, du politically correct, des bonnes manières et tout et tout. Tu sais, je lisais beaucoup d'historiques lorsque j'étais plus jeune, tu sais, je vous dirais 12, 16 ans. C'était vraiment ma tasse de thé. Par contre, aujourd'hui, à part trouver que ça fait péteur de brou, même si c'est au second degré, parce que je sais que c'est pas supposé être lu comme au premier degré, c'est quand même ça que je lis, puis je trouve pas ça super intéressant, puis ça me donne pas tant envie non plus de m'investir plus que ça. Ça me donne comme une barrière linguistique à apprécier le livre. Tu sais, moi aujourd'hui, je lis énormément de contemporains, donc ça fait un gros clash au niveau de la langue. C'est pas parce que c'est mal écrit, là, c'est juste parce que c'est pas ça que j'ai envie de lire. Donc, vous voyez très bien où est-ce que je veux m'en aller. Je veux pas en rajouter 2, 3, 4 couches. Il y a des personnes qui ont vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Ça n'enlève rien au livre, là, que moi, je l'ai pas aimé, mais disons que rétrospectivement, il y avait des bonnes chances que je ne l'aime pas juste pour certains aspects qui ne me plaisent pas tant que ça aujourd'hui. Donc malheureusement, c'est probablement lui qui est le livre qui m'a le moins plu de toute cette sélection de ce que les balances devraient lire. Alors, c'est finalement ici que cette vidéo se termine. J'espère que vous avez apprécié cette idée folle. Ça m'a pris une éternité à conclure cette vidéo, ça m'a pris une éternité à lire les livres. Je voulais avoir plus d'avance pour faire en sorte que mes autres publications puissent bien rouler. Puis en faisant ça, ben, j'ai commencé à filmer ça en plein été, puis je finis de filmer ça en plein mois d'octobre. Donc vous allez voir ma couleur changer, mon style vestimentaire, puis tout. Incroyable. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, si vous voulez plus de vidéos complètement loufoques comme ça, n'hésitez pas à me l'écrire en dessous de ma vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne, faire les deux. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.